Tranche de couple, La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max. saison 4. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume, et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 21e épisode de la saison 4 de Tranche de couple. Épisode qui s'intitule... gardons la tête froide. Ah oui, parce qu'il fait chaud, hein. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre 2 couple, comme le nom du podcast, ou par email sur tranche le chiffre 2 couple gmail.com. Et ce qu'on vous dit peut-être pas souvent, c'est que sur notre fil Twitter ou Facebook, vous pouvez retrouver en général des actus liés au sujet qu'on a traité. Donc vous pouvez trouver quelques articles. quand on a la tête froide et qu'on a le temps de les mettre en ligne. Enfin, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode si il vous a plu. Ça nous aide à accroître l'audience de Tranche de couple. Et puis, c'est cool aussi de savoir que ça vous a plu et que vous avez envie de le partager. Allez, on commence tout de suite par la rubrique Actu. Et Guillaume, c'est toi qui commence aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet un peu technique pour lequel on va garder la tête froide. J'avais à un moment donné pensé faire une introduction au sujet de l'attaque qui a eu lieu à Annecy, puisqu'on va vous parler de la réforme du droit d'asile pour l'Union européenne et qu'on a une idée aujourd'hui que l'assaillant est un Syrien qui est arrivé en Europe de façon tout à fait légale, qui a eu un séjour en tout cas, qui séjourne en Europe de façon légale. Et j'avoue que j'ai été, à titre personnel, extrêmement choqué de voir comment ça a conduit dès les premières minutes, les premières heures après l'attaque à une forme de récupération par une certaine partie nauséabonde des politiques. Et il me paraissait, j'avais décidé de faire ce sujet avant que l'attaque n'ait lieu, mais voilà, il me paraissait important de remettre aussi les choses au milieu du village et de redire que dans ce genre de moment, on est tous extrêmement choqués, les émotions prennent souvent le dessus, et il est aussi extrêmement important de garder la tête froide, là on y est vraiment, et d'attendre d'avoir des informations avant de tout lâcher, et de lâcher surtout des choses absolument, des commentaires parfois haineux et parfois scandaleux à l'envers de certaines communautés, notamment sur les réseaux sociaux. Cette petite parenthèse étant faite, je vais donc vous parler de la réforme du droit d'asile pour l'Union européenne. Un sujet technique, un petit pas pour l'homme ou la femme, mais on espère un grand pas pour l'humanité de nos pays. Il faut remonter à 2016, soit il y a 7 ans, pour retrouver l'origine de cette réforme. Le dossier avait été mis sur la table à nouveau l'année dernière lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, avec pour objectif qu'il puisse être bouclé pendant le mandat actuel de la Commission européenne. C'est quasiment chose faite sous l'impulsion de la présidence suédoise, mais il reste encore des étapes cruciales et compliquées à parcourir. Avant d'y revenir, petit tour sur les points qui font qu'elle est restée bloquée pendant autant de temps. D'une part, la raison la plus évidente, c'est l'impossibilité pour les États membres de trouver un terrain d'entente, même sur les questions liées aux conditions d'arrivée et de contrôle des demandeurs d'asile. Pour les pays en première ligne, ce qu'on appelle les pays en première ligne, principalement la Grèce et surtout l'Italie, qui a fait énormément du fait de sa position géographique, notamment. Pour rappel, il existe aujourd'hui une agence européenne, Frontex, qui a été créée en 2004 pour aider les États membres de l'Union européenne et les pays associés à l'espace Schengen à protéger les frontières tiers extérieures de l'espace de libre circulation de l'Union européenne. Pour la petite histoire, c'est une agence qui est basée en Pologne, mais c'est bien la seule chose que les Polonais facilitent sur le sujet de l'immigration. Bref, c'est un autre sujet. D'autre part, pour les pays dits de deuxième ligne, c'est ceux qui vont ensuite accueillir des réfugiés qui sont arrivés dans les pays en première ligne, la question épineuse de la solidarité et de la clé de répartition avec des très gros guillemets, vous savez comment je l'ai fait avec mes doigts, on vous postera peut-être une photo de moi en train de faire des guillemets sur les réseaux sociaux, avec en toile de fond, les réfugiés doivent-ils être répartis avant ou après le traitement de leur dossier ? Le texte adopté donc par le Conseil des ministres de l'Union européenne compétent en matière d'immigration, surtout essentiellement des ministres de l'Intérieur, met l'accent sur, en principe, et entre autres, d'une part, un processus plus rapide à la frontière, avec notamment la création d'une fiction juridique permettant de considérer qu'un demandeur d'asile n'est pas encore rentré dans l'Union européenne, même après, par exemple, avoir atterri à Roissy, ou lorsqu'un bateau d'une ONG arrive dans un port italien. Deuxième point, la fin de l'exception pour les mineurs et leurs familles, désormais expulsables comme les autres réfugiés. Troisième point, la création d'une liste de pays tiers considérés comme sûrs.
Mais comme souvent au sein de l'Union européenne, les États ne sont encore pas d'accord entre eux sur qu'est-ce qu'un pays sûr. Par exemple, pour Malte, la Libye est un pays sûr, mais pour la France ou pour l'Allemagne, ça n'est pas le cas. Quatrième point, et c'est peut-être le plus important ici, selon moi, une solidarité, puisqu'on utilise, il y a vraiment ce mot de solidarité, il faut s'en souvenir aussi, obligatoire mais flexible, c'est tellement européen comme compromis et comme façon de décrire les choses, avec l'accueil facultatif de, pour l'instant, 30 000 migrants par an par des pays volontaires. Ceux qui refusent d'accueillir des réfugiés sur leur territoire devront mettre obligatoirement à disposition d'autres moyens pour compenser le fait que des pays accueillent physiquement ces migrants. Des moyens financiers, essentiellement, coucou la Pologne et la Hongrie, ou en moyens matériels et humains. Problème à venir, donc, le système qui sera mis en place, parce qu'il y a encore, comme je le disais, des étapes à passer, repose énormément sur la capacité de l'Union européenne ou de ses membres à expulser les migrants dont la demande est refusée vers les pays tiers. Mais nombre de ces pays sont peu coopératifs, notamment le Maghreb et la Turquie. L'Union européenne dépense énormément d'argent et d'énergie pour notamment proposer à ces pays de créer des structures pour les aider et les accompagner. Beaucoup d'énergie aussi en matière de diplomatie pour faire en sorte que on trouve des solutions raisonnables et raisonnées avec ces pays. Et alors, l'Union européenne peut être le point le plus important humainement, puisqu'on doit toujours se souvenir qu'on parle d'êtres humains ici. On pourrait revenir sur le pourquoi ces gens arrivent ici, qu'est-ce qui fait qu'ils sont ici. Moi, j'ai toujours considéré à titre tout à fait personnel que les flux migratoires d'aujourd'hui correspondent en partie aux erreurs qui ont été faites par nos États hier. Enfin bref. Symboliquement, l'Union européenne peut-elle se permettre d'arriver à un processus d'expulsion qui est comme ce qui existe en Angleterre, où les réfugiés sont renvoyés vers un pays tiers qui n'a rien à voir avec leur origine, en l'occurrence pour le Royaume-Uni et le Rwanda, le dit pays étant donc un sous-traitant de la misère. La France et l'Allemagne s'y sont déjà opposés, mais rien n'est jamais acquis au sein de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est le début de quelque chose, a conclu de façon très philosophe le ministre italien Matteo Piantedosi. Et la route est encore longue, mais on espère que les valeurs humaines et humanistes sauront prévaloir sur ce sujet tellement important. Merci beaucoup, Guillaume. C'est effectivement un sujet important et voilà, c'est bien aussi que au niveau de l'Union européenne, on arrive à trouver des compromis là-dessus. Et des solutions qui gardent vraiment, j'insiste, l'humain au centre des discussions, parce qu'on ne traite pas que des chiffres. Alors, il y en a un qui essaie de garder la tête froide en ce moment, mais je ne sais pas trop s'il y arrive, Max. C'est notre ami Donald. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé de Donald, dites. Bah oui, Donald Trump, effectivement. Alors, Donald Trump, pour ceux qui ont suivi notre saison 1 de Tranche de couple, c'était quasiment un épisode, c'était à chaque épisode qu'on vous parlait de Donald Trump et de la campagne américaine. Et du coup, aujourd'hui, pourquoi on vous parle de Donald Trump ? Vous vous souvenez, peut-être vous avez vu dans les médias que l'été dernier, il y a eu une perquisition à Mar-a-Lago, un truc énorme, la perquisition d'un ancien président, tout ça. Bon, dans l'affaire des archives classifiées. Vous imaginez si Sarkozy était mis en examen ? Ça n'arriverait jamais chez nous. Donc, effectivement, pourquoi on vous en parle ? C'est parce que Donald Trump a été inculpé de 38 chefs d'accusation. Le tribunal fédéral de Miami a rendu public cet acte d'accusation à l'encontre de Donald Trump. Les accusations sont extrêmement sérieuses et graves. Rétention délibérée de secret de la défense nationale, en violation de la loi sur l'espionnage, fausse déclaration et complot d'obstruction à la justice. Alors, lorsqu'on regarde dans le détail, les peines associées à chacun des actes d'accusation vont de 5 ans à 20 ans de prison, ce qui fait qu'au total, si les peines maximales étaient prononcées, Donald Trump pourrait être condamné à plus de 100 ans de prison. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'aux États-Unis, c'est possible de combiner chaque peine, même si ça dépasse clairement l'espérance de vie du condamné. On a eu des gens qui ont été condamnés à 200 ans de prison. Et bien sûr, on sait qu'ils les feront jamais. La question, bien sûr, dans ce cas-là, c'est de savoir si, effectivement, Donald Trump
irait en prison. Et ça, nul ne le sait pour l'instant. C'est un développement important, bien sûr parce que c'est Donald Trump, mais aussi parce que c'est la première fois qu'un ancien président des États-Unis est inculpé au pénal par un tribunal fédéral. Vous vous souvenez peut-être que Donald Trump avait été accusé pour des questions d'accords financiers avec une femme par le tribunal de New York, mais c'était le tribunal de New York et donc la juridiction au niveau d'un État et pas au niveau de l'État fédéral. Donc c'est quelque chose de différent. Alors aux États-Unis, on rigole pas avec la sécurité nationale. Ceux qui s'y sont essayés, en général, ont trouvé de quoi répondre à leurs essais. L'acte d'accusation qui est disponible en ligne rappelle d'ailleurs les propos du candidat Trump en 2016, alors qu'il avait fait campagne contre Hillary, où vous vous souvenez, Hillary Clinton avait était mis en défaut parce qu'elle avait échangé des informations qui n'étaient pas classifiées pour le coup sur un serveur privé alors qu'elle était secrétaire d'État aux affaires étrangères, donc ministre des Affaires étrangères de Obama. Et en tant que président, Donald Trump avait d'ailleurs renforcé la législation contre ceux qui font des violations de la loi sur les documents classifiés. Guillaume, d'ailleurs, je crois que tu as vu quelque chose en lien avec cette affaire. Oui, parce qu'en fait, c'est lui-même qui a mis en place certaines des charges qui vont être retenues contre lui, puisque son objectif, c'était donc de viser notre ami... Hillary Clinton, oui, parce que rien n'est politiquement motivé chez Donald. Et donc, c'est ce qu'on appelle un petit retour de bâton. Voilà, c'est con quand même, parce que Hillary Clinton, du coup, on se souvient de cette affaire sur les emails, notamment des emails au sujet d'interventions américaines en Libye, qui avait fait scandale au moment de la présidentielle de 2016, si mes souvenirs sont bons, et qui ont probablement, en tout cas dans une certaine mesure, coûté le poste de présidente à Hillary Clinton. Cette affaire était sortie quelques semaines avant l'élection. On sait combien les élections sont quelques mois peut-être avant l'élection, mais on sait combien les élections sont sensibles à ce genre d'effets et combien, notamment dans une élection qui devenait de plus en plus polarisée, le moindre argument de campagne contre un adversaire devenait important et pouvait changer les choses. Donc voilà. Exactement. Et puis surtout, c'était pour Donald Trump, qui s'est donc fait le champion de la défense de la sécurité nationale, de la protection des informations classifiées, avec une posture très très ferme. C'était un moyen aussi pour lui de contrecarrer les arguments selon lesquels il n'avait pas d'expérience en politique étrangère, puisque c'était un argument utilisé par les démocrates à l'époque. Et donc, lui disait, voilà, vous avez vu cette ministre des Affaires étrangères qui, justement, ne protège pas les informations qui sont d'intérêt national. Voilà. Alors, si on revient dans le détail de cette histoire, alors il faut savoir que les documents qui sont liés à une présidence, à une administration, comme on appelle ça aux États-Unis, n'appartiennent pas à la personne, mais appartiennent bien au pays. Et donc, il y a une administration qui s'appelle les archives présidentielles, dont le boulot est de collecter l'ensemble des documents qui ont trait à une présidence, y compris des emails, y compris... voilà. Aux États-Unis, il y a vraiment la question de rendre les personnes responsables, y compris a posteriori, de tout ce qu'elles ont pu dire, faire, écrire pendant leur mandat. Puisqu'elles ont un mandat qui est donné il y a l'idée de mandat donné par le peuple. Et chacun doit être, j'ai plus le mot en tête, mais... accountable. En anglais. Donc chacun doit être responsable de ce qui s'est passé. Et donc, en fait, les présidents, après, ouvrent ce qu'on appelle des librairies présidentielles. Donc chaque président a sa librairie présidentielle où, en fait, se trouve l'ensemble des archives de sa présidence. Et donc, ça permet aussi aux chercheurs, mais à n'importe quelle personne lambda, de pouvoir accéder aux documents. Alors, bien sûr, les documents classifiés font l'objet d'un traitement séparé parce que, au-delà du fait qu'ils appartiennent à une durée d'une administration, d'une présidence, il y a aussi toutes les données liées à la classification et donc ils peuvent être déclassifiés au bout d'un certain temps. Et donc, l'administration en charge des archives de la présidence Trump
avait en fait de multiples demandes à l'ancien président pour qu'il remette des documents qui n'avaient pas été rendus à la fin de la présidence. Et donc, en janvier 2022, donc un an après la fin de sa présidence, Donald Trump remet 15 cartons à l'administration des archives présidentielles. Et dans ces cartons, on retrouve 197 documents classifiés. Mais les archives soupçonnent que ça ne soit pas l'intégralité des documents, parce que par rapport à leur décompte, il manque toujours des documents. Donc le FBI ouvre une enquête pour détention illégale de documents classifiés à Mar-a-Lago. À Mar-a-Lago, vous vous souvenez, c'est la résidence de Donald Trump en Floride, là où il s'est établi. Il a établi sa résidence à l'issue de sa présidence. En mars 2022, donc 2 mois après, il y a une nouvelle assignation à Trump de rendre les documents restants. Alors Trump, et on le découvre finalement après, demande à son avocat de mentir en disant qu'il n'y en a pas. Il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés: détruire les documents, les cacher ailleurs. Et finalement, en fait, Trump déplace ces documents de l'espace de stockage, où il se dit qu'il y aura peut-être une enquête, vers d'autres pièces de la maison, sa chambre, la salle de bain, la salle de bal, enfin, un peu absurde. On se sent pas comme lecture de toilette, je veux dire. Exactement. Alors finalement, en juin, donc 3 mois plus tard, Donald Trump rend 38 documents classifiés supplémentaires en disant que ça y est, tout est rendu. Mais le FBI considère qu'il en reste, et donc il y a une perquisition en août 2022, et là on retrouve 102 documents supplémentaires. Donc on se retrouve au final à plus de 300 documents classifiés. Alors l'acte d'acquisition effectivement confirme que les dossiers secrets étaient éparpillés dans toute la villa, et puis surtout il y a une liste des documents, des différents documents, et on se rend compte qu'il y avait des documents assez sensibles qui étaient contenus dans ces boîtes. Et en plus, donc, au-delà d'avoir emporté ces documents, de les avoir cachés, d'avoir dit qu'il ne les avait pas, l'acte d'accusation révèle que Donald Trump a montré ces documents confidentiels à au moins 2 reprises à différentes personnes. On peut soupçonner qu'il en ait fait usage auprès d'autres personnes, parce que visiblement, monsieur aimait bien se vanter d'avoir eu accès à certains documents, d'avoir toujours accès d'ailleurs. Mais il y a au moins 2 instances où on a la confirmation par des témoignages et des enregistrements du fait que Trump a montré ces documents. Et d'ailleurs, il dit même qu'il ne devrait pas les montrer, il ne devrait pas les avoir, parce qu'il aurait dû les déclassifier s'il voulait les garder, mais qu'effectivement, il ne l'avait pas fait, et donc il ne devrait pas les montrer. Alors malgré tout, Trump reste le candidat principal du Parti républicain pour les élections de 2024, et donc c'est forcément un enjeu majeur, cette inculpation, et donc le procès qui va débuter. Lui continue à tenir un discours de persécuté, qui lui réussit plutôt bien, puisqu'il arrive en tête des intentions de voix aux primaires républicaines. Alors, Trump, naturellement, crie à la chasse aux sorcières. Il fait une comparaison avec Joe Biden, parce que vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, après en fait la perquisition à Mar-a-Lago, il y avait eu une espèce de recherche pour vérifier qu'il n'y avait pas de documents classifiés qui étaient restés, par exemple chez Joe Biden lorsqu'il était vice-président. Oui, forcément. Et on avait retrouvé une vingtaine de documents classifiés dans sa résidence et son bureau. Mais alors, en termes de volume, bien sûr, ça n'a rien à voir, parce qu'une vingtaine comparée à plus de 300 documents. Mais surtout, Joe Biden n'est pas du tout accusé ni d'en avoir fait un usage illégal, ni d'avoir fait obstruction à la justice. Et là, on a bien ici, avec l'affaire de Donald Trump, le caractère volontaire d'avoir gardé ces documents, parce qu'il voulait il voulait en faire usage pour se mettre en avant. Le fait que Donald Trump a fait transférer ces documents à Mar-a-Lago, et ici on a affaire à des documents qui sont extrêmement sensibles, puisqu'ils sont relatifs au secret nucléaire, à la défense nationale, et même à des plans militaires de riposte à des agressions dont il était question, et que d'ailleurs font l'objet des enregistrements qui ont été montrés. Donc il a montré des plans, des opérations militaires. Voilà, donc c'est assez ouf, comme dirait Guillaume. Voilà, on sait que Donald Trump a jusqu'ici toujours réussi en montant, en se mettant comme victime, en faisant appel à la conspiration contre lui. Il a quand même réussi à vendre tout ça, à vendre sa salade, et à, pour l'instant, rester pas touché
à ne pas être touché par toutes ces accusations, mais la pression quand même augmente fortement, et le fait que finalement le tribunal ait décidé de l'accuser et donc de l'inculper, ça avance. Alors il va y avoir une première audience, et puis ensuite le procès se tiendra un peu plus tard. Le problème, c'est un peu plus tard, compte tenu du calendrier de la présidence américaine, c'est pas simple. Voilà, affaire à suivre donc. Merci Max, affaire à suivre. Il y en a un autre qui sait garder la tête froide et le sens des priorités. Exactement, et on voulait mettre en avant dans une très 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 brève news une récente décision du ministre des Finances danois qui vient d'annoncer qu'il prenait un congé paternité de 2 mois. Alors ça semblerait tout à fait extraordinaire, ça ferait la une des journaux, et je pense que ça susciterait beaucoup d'incompréhension dans notre pays d'origine. Mais alors, au Danemark, comme de manière générale dans les pays nordiques, en fait, ça paraît tout à fait naturel. Voilà, et on peut saluer ça, c'est que c'est pas parce que tu as des responsabilités comme ministre, responsable politique, que tu dois mettre ta famille entre parenthèses complètement. Tu ne dois pas effectivement mettre ta famille au premier plan de tes priorités. Merci Max. Alors, on passe tout de suite à la rubrique Belgitude, et Guillaume, tu nous parles d'une petite nouvelle savoureuse aujourd'hui. Savoureuse, je sais pas, en tout cas, il y en a qui doivent essayer tant bien que mal de garder la tête froide, ce sont les commerçants et les riverains du tram de Liège. Alors aujourd'hui, petite saga, comme la Belgique sait nous en proposer. On vous avait parlé de la saga de la construction de la gare de Mons, toujours pas terminée, tels les échafaudages du palais de justice de Bruxelles. Mais on se déplace donc cette semaine à Liège, qui pour le coup dispose d'une très belle gare rénovée, très bien rénovée, et avec une belle architecture, mais qui n'a pas donné lieu à de tels écueils que ceux vécus par la gare de Mons. Il y a quand même un truc avec les rails en Belgique, puisque cette fois, c'est la construction de la première ligne de tram qui pose problème dans la Cité ardente. Initialement prévue pour octobre 2022, la mise en service du tram a déjà été repoussée par 2 fois, au mois de mai 2023, puis avril 2024. Et en février dernier, le ministre wallon de la Mobilité a annoncé que le chantier devrait encore accuser un retard de plusieurs mois. Aux grandes dames, je le disais, des riverains et des commerçants du centre-ville où passe le tram, directement impactés depuis des années. Alors que les relations entre le consortium d'entreprises et les institutions publiques porteuses de projets ne sont pas vraiment au beau fixe, certains s'inquiètent même que le chantier soit arrêté si un compromis sur les décisions à prendre n'est pas trouvé. Et en matière de surréalisme, on pourrait parler de ces ouvriers surpris en pleine partie de pétanque il y a quelques jours sur le chantier. Alors certes, pendant leur temps libre, c'est ça que je trouvais finalement, assez... c'est tout à fait autorisé, mais c'est vrai que l'image qui en est ressortie, alors que il y a des gens qui souffrent notamment financièrement et puis physiquement aussi de ce chantier, comme on l'a décrit, n'est pas forcément idéal. Et que dire de ce conducteur automobile qui s'est retrouvé sur les rails du chantier sans vraiment savoir pourquoi, pas plus tard qu'avant-hier, impatient sans doute de tester les infrastructures malgré leur pauvre état d'avancement à ce niveau. On sait que ça arrive régulièrement à Bruxelles sur le pré-métro, mais à Liège, c'est donc une première avant même la mise en service de cette future ligne de tram. D'ailleurs, en parlant de Belgitude, de Bruxelles et de rail, un jour, il faudra qu'on vous parle de la ligne de métro 3 de Bruxelles aussi, hein, Max ? Exactement, un petit sujet croustillant, malheureusement pas forcément pour une bonne histoire, mais un sujet qui, voilà. On le gardera pour une prochaine saison. Voilà. Alors on passe tout de suite à la rubrique Vie de couple. Alors on essaye de garder la tête froide ici aussi, mais c'est pas forcément simple parce qu'il fait très chaud à Bruxelles. On s'est rendu compte aujourd'hui que Bruxelles, parmi les villes dont on suit la météo, notamment les villes qui nous sont chères en France, aujourd'hui est largement au-dessus de vous, n'est-ce pas, auditeurs français qui nous écoutez, puisqu'il fait en ce moment même 28 degrés à Bruxelles, 22 en Haute-Savoie, 22 dans la Loire, 25 à Paris et 26 à Lyon. Autant dire qu'on a chaud, très chaud. Exactement, et vous vous souvenez que notre studio d'enregistrement est situé sous le toit de la maison. Donc on peut vous dire qu'on donne de notre personne aujourd'hui pour enregistrer cet épisode. Absolument. Oui, on est bien, hein, mais c'est vrai qu'on a un peu de mal à faire de la ventilation et à refroidir nos têtes et nos corps. D'ailleurs, on a même migré, pour ceux qui connaissent la maison, on a migré cette nuit pour la première fois de l'année au sous-sol, n'est-ce pas, au frais, pour pouvoir mieux dormir.
Ouais, on est content d'avoir cette maison qui nous permet de pouvoir dormir au frais quand il fait très chaud. On vous rassure, ça n'arrive en général pas non plus pendant des mois. Mais Ça a quand même eu tendance à se multiplier ces dernières ça années. se multiplie. Le dérèglement climatique y est pour quelque chose. Sans doute, mais on est quand même bien dans cette maison. Ça n'a pas, il n'y a pas de souci. On a commencé la saison des barbecues aussi, tiens. Exactement, j'allais dire pour la première fois, mais non, en fait pour notre fois de l'été, parce qu'en général ça arrive qu'une seule fois. On a fait un barbecue avec une magnifique côte de bœuf. Côte à l'os. Une côte à l'os, comme on dit ici en Belgique, de mon cher pays donc charolaise. Je suis désolé pour les végétariens qui nous écoutent, mais on vous aime quand même et on mange souvent végétarien. Mais c'était très bon. Mais c'était excellent, avec des petits légumes du soleil, et en plus c'était une table partagée comme on aime la faire. Voilà, donc ça c'était pas une côte de bœuf à deux, quel gâchis. Très chouette. Côte de bœuf, ça se partage. Exactement. Et là on était 6, alors la côte de bœuf elle était grosse. Voilà, ouais, mais globalement, quand vous allez chez le boucher, demandez toujours moins de ce dont vous avez besoin. Belle maman, si elle nous écoute, je pourrais valider ce point. Exactement, elle valide toujours le chiffre. Bon, après, il faut dire que globalement, elle a été plutôt appréciée et puis que ça nous a fait quelques boîtes pour la semaine. Donc, c'était pas désagréable non plus. Et puis, de manière générale, on est content d'avoir remis en route le barbecue. On s'est fait des petits burgers hier soir aux chèvres, guacamole et petits oignons confits. Oh, c'était bon. C'était excellent. Il est trop fort, le Maxou, quand il fait la cuisine. Voilà, en tout cas, ça, c'est vrai que j'apprécie pas mal de faire. Et tu le fais c'est un petit week-end un petit peu gastronomique. À la côte de bœuf, la côte à l'os, c'était pas ce week-end, on vous rassure, parce que sinon ça ferait un petit peu beaucoup. Voilà, mais on va se faire aussi une petite pizza maison ce soir, et ça va être très très chouette. Voilà, écoutez, si vous avez envie de venir partager un verre ou un repas, n'hésitez pas à toquer parce qu'on a sorti le rosé porte. aussi à consommer avec modération, mais on a sorti le rosé. Exactement. Alors, tant qu'on parle d'été, de chaleur, Guillaume, on voulait aborder un autre sujet également, mais pour l'année prochaine. Il faut garder la tête froide aussi. Il a fallu aussi garder la tête froide. Je ne sais pas si on vous avait déjà raconté le saga que pas mal de Français finalement ont vécu au sujet des billets pour les Jeux Olympiques. Nous, on a cherché, on s'est inscrit au premier tour, on a été sélectionné tardivement, mais tout de même sélectionné pour le premier tour où il fallait acheter des packs de billets, mais où très vite les gens se sont rendus compte que c'était des packs de billets qui étaient très chers et qu'on se retrouvait avec des packs qui coûtaient entre 600 et 1500 ou 2000 euros pour trois billets. Alors, pour des compétitions prestigieuses, mais enfin, une soirée d'athlétisme, un billet à 1000 euros pour une soirée d'athlétisme, ça nous a quand même pas laissé forcément super enthousiaste, et surtout que surtout pour l'athlétisme, alors ok, il y a l'ambiance autour, mais c'est une fois dans votre vie, ou paraît-il, mais n'empêche que à la télé on voit quand même vachement mieux, parce que quand vous êtes à un bout du stade et que vous suivez Renaud Lavillenie qui saute à la perche de l'autre côté du stade, vous êtes bien content d'avoir des jumelles dans ce cas-là, mais c'est quand même pas évident. Donc voilà, on a un peu tergiversé, puis on a décidé de pas prendre de pack parce qu'on trouvait pas vraiment de choses qui nous intéressaient. En plus, ça veut dire qu'il fallait rester à Paris pendant 10 jours. À ce moment-là, ça sera pas forcément le moment idéal pour être à Paris. Non, puis en plus, voilà, comme tu dis, c'est un pack, donc ça veut dire que déjà les billets sont très chers, mais en plus, il faut en acheter plusieurs parce que c'était un pack. Donc on s'est dit, on ne pouvait pas choisir les sports qu'il y avait dedans. Donc on va se retourner vers des billets individuels, parce qu'au moins, on verra, peut-être qu'il y aura des prix un peu moins chers, et puis voilà. Donc on a du coup eu, d'ailleurs tous les deux, en même temps, accès au deuxième tour. Et là, on s'est rendu compte que les billets étaient extrêmement chers, parce que par exemple, la cérémonie d'ouverture, Guillaume, c'était 1500 euros. Ah non, la cérémonie d'ouverture, c'était 2700 euros pour 2700 une place en première catégorie. Il n'y avait plus que ça de dispo, évidemment, à ce moment-là. Ce sera quand même une cérémonie d'ouverture spectaculaire, le long de la Seine. Autant dire qu'à ce prix-là, on la regardera à la télé, je pense. Ce sera très joli. En plus, c'est vrai que c'est une cérémonie sur le grand écran, ça donnera la même impression. On aura notre bière à la main et puis ça fera pareil. C'est une cérémonie qui va se dérouler, c'est assez extraordinaire parce qu'elle va se dérouler sur le long de la Seine, sur plusieurs kilomètres de long. Voilà. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de critiques. Alors, il se trouve que les billets qui ont été vendus, c'est des billets pour être au bord de l'eau, en fait, sur le bas des quais. A priori, il semblerait que les Parisiens ou les badauds puissent, enfin les badauds non, parce qu'il faudra s'enregistrer, assister à la parade depuis le haut du quai.
Bon, si t'es sur le bord du quai, ça va, mais je pense que si t'es un peu derrière, tu verras rien. Enfin bon, voilà, en tout cas très cher. Nous, finalement, on a réussi quand même à trouver un match, effectivement, à Lille, pour aller voir une finale de hand. La finale de hand féminin, Exactement. qu'on va aller voir au stade Pierre-Mauroy à Lille, ça va être chouette, je pense. Voilà, c'était pas des billets non plus forcément super accessibles, mais on les a payés C'était 200 et quelques, un peu moins cher 200 et quelques euros, ce qui était un peu moins cher. Et pour le coup, on aura l'expérience des Jeux Olympiques, pas trop loin de chez nous, puisqu'on est à Lille. Donc voilà, je pense qu'on est quand même content d'avoir trouvé ça au final. Hein. Bon, ça veut dire que début août, l'année prochaine, on sera à Bruxelles. Ou en tout cas, on sera à Lille. Voilà. Et voilà. Pour le reste, on regardera à la télé, comme tout le monde. C'est ça. Vu le temps qui passe très vite, on va peut-être passer à notre dernière rubrique. Et Guillaume, c'est toi qui nous parles aujourd'hui d'une petite rubrique geek culture. Ah oui, rien à voir avec la tête froide ou avec le dos froid, parce que je vais vous parler de dos, et je vais vous parler de sac à dos, et je vais vous parler d'une initiative de la Philharmonie de Paris. Vous savez que j'ai un attachement particulier à cette institution, que j'ai travaillé là-bas au moment où elle a ouverte, d'ailleurs, ça vous rappelle de chouettes souvenirs. Et donc, je voulais mettre en valeur cette initiative de la Philharmonie de Paris qui, à partir de la saison prochaine, donc à partir de septembre, va mettre à disposition des personnes sourdes et malentendantes des sacs à dos vibrants qui permettent de, je cite, vivre la musique de l'intérieur, avec des gros guillemets. L'idée, c'est de permettre à un public qui, d'habitude, ne se sent pas forcément... n'est pas le premier public auquel on pense pour aller écouter de la musique, de leur permettre de suivre et de vivre et de sentir les vibrations et les émotions liées à la musique. Alors, la Philharmonie s'est associée avec une société qui s'appelle SoundX pour proposer donc ces sacs à dos vibrants. C'est une technologie donc qui n'est pas nouvelle, qui a déjà été mise en place dans certaines salles de concert, mais qui jusqu'à maintenant était assez limitée puisque elle ne permettait de ne toucher que des fréquences de musique assez basses, ce qui veut dire que on ne pouvait entendre que les notes les plus graves en fait dans un concert. Or, dans un concert, que ce soit un concert lyrique, je pense à un concert de musique baroque, je pense à un concert même symphonique, on sait que c'est l'étendue, c'est la gamme des notes de la plus grave à la plus aiguë qui font qu'on ressent aussi ces émotions, c'est en plus du rythme, et donc c'est important d'avoir, de vraiment pouvoir tout ressentir. Et donc, avec ces nouveaux sacs de SoundX, ils permettraient, en principe, ils vont être testés, mais de capter une fréquence qui va jusqu'à 2000 Hz contre 100 Hz pour les options actuelles. Donc on part sur une échelle tout à fait différente de captation et de vibration. Donc ils ont été mis en test déjà cette saison avec succès. Ils seront déployés, comme je l'ai dit... Ces sacs seront donc proposés à partir de la saison prochaine en phase de test pour justement ajuster vis-à-vis de quel public, auprès de quel public ils doivent être proposés en priorité, qu'est-ce qu'ils peuvent réellement faire, de recueillir les impressions du public, et puis ils seront opérationnels sur l'ensemble de l'offre de la Philharmonie en 2024-2025. C'est ce qu'a indiqué le directeur de la Philharmonie, Olivier Mantelli. Donc c'est un dispositif et c'est important de le dire, qui sera gratuit pour ces spectateurs qui, de plus, bénéficient d'une réduction de 20% sur le prix des billets. Oui, je fais un peu de pub, mais bon, je trouve que faire de la pub pour permettre à tout le monde d'accéder à la musique, pour moi, ça ne pose absolument aucun problème. Et alors, je reprends aussi, pour terminer, ce que nous dit un article de la RTBF à ce sujet. Il nous rappelle qu'en 2023-2024, la Philharmonie proposera aussi des concerts chansignés, qui sont des concerts où des spectacles, notamment pour enfants, où il y a une personne qui signe pour expliquer un peu aux personnes malentendantes, sourdes et malentendantes, le texte et ce que disent les musiciens sur scène. Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait beaucoup pour l'opéra notamment, mais qui commence aussi à se faire pour d'autres types de concerts et des programmes pour jeunes publics. Merci beaucoup Guillaume, et voilà, c'est déjà la fin de ce 21e épisode de la saison 4. Si vous êtes arrivé au bout, bravo. Merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs.
Comme d'habitude, on vous l'a déjà dit, mais on vous le redit, mais on vous aime beaucoup. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir. N'hésitez pas à mettre une note et ou un commentaire sur Apple Podcast, c'est dur à dire, Spotify, il fait chaud, ou votre logiciel, j'ai du mal à garder la tête froide, de podcast préférés, et ou un like sur YouTube ou sur Twitter, un pouce bleu sur Facebook, et surtout, partagez. Alors juste pour rappeler que si vous mettez un commentaire, en fait, ça aide plus que la petite étoile ou la note, ça nous aide. Mais le commentaire, c'est ça aussi qui fait que les gens s'y attachent. Donc c'est pour ça que c'est utile aussi. Le podcast reste diffusé le lundi tous les 15 jours, le dimanche soir pour les plus au taquet. D'ici au prochain épisode, on vous souhaite de bien vous porter. Faites attention à la chaleur, hydratez-vous. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches colorées.